Ce silence. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue sur le Bonjour. webinaire. Bonjour. Salut tout le monde. Alors, on commence à avoir nos spectateurs qui arrivent. On va attendre un petit peu que tout le monde ait le temps de se connecter. Mais déjà, merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. Alors, bonjour Laurent. Bonjour Mickaël, Nicolas. On va attendre quelques minutes que tout le monde ait le temps de se joindre. Vous avez été nombreux à vous inscrire, donc ça nous fait plaisir. Ouais. Attention à bien respecter la distance de sécurité surtout. C'est bien derrière vos écrans. Ok, alors on commence à être nombreux. Bonjour Camille, Vanessa. Alors, vous pouvez utiliser, donc on espère que vous nous entendez bien. Salut Alexis. Il y a il y a un chat pour nous dire si vous entendez bien, si la vidéo, si vous voyez la slide, voilà, tout ça, si les vidéos fonctionnent. Ensuite, en bas, dans votre barre, vous avez un Q&R. Donc, ça va vous permettre de poser des questions pendant les interventions. On essaiera d'y répondre au fil de l'eau parce que c'est plus agréable. Et puis, on gardera un petit peu de temps à la fin pour les questions-réponses qui seront restées un petit peu en suspens. Donc, voilà, essayez de bien poser les questions là-dedans et le chat plutôt pour des petites choses si vous avez un souci technique ou autre. Sinon, ce sera un petit peu dur de suivre. Voilà, bienvenue à tous. Ok, super, Eric nous entend bien. Ça a l'air de marcher pour tout le monde. Alors, il est 14h02, on va attendre encore quelques minutes. En tout cas, on a quelques slides qu'on va vous présenter et puis un petit cas pratique qui a été préparé par Mike. On vous partagera tout ça à la fin du webinaire dans un petit email avec la vidéo en replay et les slides. Ok, bonjour Mickaël, Lisa, Julien. Ok, super, vous êtes nombreux. Hop. Tout le monde entend bien? Vous n'avez pas de soucis de vidéo? Vous nous voyez? Vous trouvez ça un peu plus humain? On avait hésité. Ok. Merci Alexis. Au vu de nos connexions Internet à chacun, dans cette période de confinement, on prend des risques pour vous. Ok, alors, peut-être la deuxième slide, Antoine, on fait un petit rappel des règles. Je suis désolée, c'est pour ceux qui sont arrivés un petit peu après. Donc, du coup, je disais, on participe pour pour nous dire si vous entendez bien, etc., dans le chat. Mais par contre, pour les questions-réponses, dans la box Q&R que vous voyez en bas de votre écran. Voilà, ça nous permet de conserver les questions, de pouvoir y répondre au fil de l'eau et puis, si jamais, de pouvoir faire un suivi après le webinaire. Et on vous enverra donc les slides et le replay. Ok, bon ben écoutez, je pense qu'on va commencer. Peut-être en se présentant. Benoît, je te passe la main. Tout à fait. Mais tout d'abord, merci d'avoir répondu présent aussi nombreux pour ce premier webinaire de Comptalab, donc en compagnie de 5 startups, New Deal, Libéo, ChainTrust, Appicab et Willib. On a voulu, à travers ce webinaire, vous transmettre un petit peu ce qui ressort de ces 2 mois de confinement, de tous les échanges qu'on a pu avoir avec les cabinets qui nous ont pas mal sollicité sur le télétravail et puis sur également les pistes de réflexion pour l'avenir, pour organiser, construire son cabinet, s'améliorer, être plus performant. Et puis également, c'était l'occasion de vous présenter plus en profondeur donc ce tout nouveau label. Donc moi, je m'appelle Benoît Maury, je suis le cofondateur de Willib, qui est une plateforme collaborative à destination des cabinets d'expertise comptable. Je suis accompagné de Christelle. Bonjour, donc Christelle Arquier, moi je suis directrice marketing chez Libéo, la plateforme de paiement entre entreprises pour simplifier les échanges sur tout ce qui concerne les factures fournisseurs. Du coup, j'enchaîne. Ryan Labidi, donc du coup, CEO d'Appicab, donc la marque employeur de la compta, et aussi surtout donc de Vite Comptable que vous connaissez sûrement donc sur les réseaux sociaux. Voilà, donc moi je m'appelle Mickaël, vous ne me voyez pas parce que je partage actuellement mon écran. Je suis le CEO de ChainTrust. Donc ChainTrust, c'est l'outil qui automatise 100% de votre saisie comptable. Voilà, et je vais passer la parole à Antoine qui n'apparaît pas sur la slide parce qu'on l'a fait en retard, mais qui est bien là. Ouais. Bonjour à tous, Antoine Spadoni, donc je suis le cofondateur de New Deal, qui est un SIRH destiné aux TPE-PME et qui va permettre en fait d'automatiser toute la collecte des éléments mensuels
en vue d'accélérer la production de la paie pour le cabinet, pour les sociétés d'externalisation de la paie. Voilà. Donc, tous les 5 qu'on a décidé de se réunir, ces 5 sociétés, sous un même label qu'on veut global, qu'on a décidé d'appeler Contalab. Ce label, il a 4 objectifs principaux. Le premier, favoriser l'innovation au sein de la profession, donc au sens très large de l'innovation, que ce soit l'innovation technique, de l'innovation d'usage, de l'innovation dans la manière de fonctionner au sein des cabinets. Fédérer les initiatives au sein de la profession, vous l'avez vu ces dernières années, ces derniers mois, c'est incroyable, il se passe plein de choses et on est les premiers, nous, à Startup, à pouvoir vous le dire, puisqu'on n'existait pas pour la plupart il y a quelques années. Il se passe plein d'initiatives au sein de la comptabilité pour aider les experts comptables, pour aller en faveur du développement des experts comptables et pour les aider à aider leurs clients entreprises. Et ce label, il a vocation à donc fédérer les initiatives sans qu'aucune start-up ou qu'aucune société ne se mette en avant. Donc, à travers ce label, on appelle vraiment à tous les éditeurs historiques, à toutes les institutions, à toutes les sociétés de l'expertise comptable de nous rejoindre pour porter une cause commune qui est cette innovation au sein de la profession. Et j'insiste vraiment sur ce point-là, c'est que Contalab n'a vocation à mettre en avant aucune de nos sociétés, à être parfaitement neutre et à être une terre d'expression, on va dire, pour la profession et pour les solutions de la profession. Notre but, c'est de créer une communauté aussi d'experts comptables, une communauté indépendante qui puisse échanger, communiquer, se partager des astuces sur la profession, des astuces qui peuvent être issues des startups du label et des sociétés du label, mais peu évidemment, on veut vraiment créer une terre d'échange qui fasse avancer et évoluer la profession et continuer dans cette lancée qui est celle des experts comptables depuis quelques mois maintenant. Et surtout de participer à la standardisation des normes. C'est un des gros enjeux. Votre système d'information en tant qu'expert comptable, il se complexifie de plus en plus. C'est indéniable. Vous avez un potentiel d'action qui est nouveau et inouï avec de plus en plus d'outils qui sont interconnectés, qui vont apporter des services à vos clients pour être plus performants, qui vont vous aider à revaloriser votre profession, votre rôle de conseiller de l'entreprise, qui vont vous aider à vous détacher de la pure production comptable au profit de missions à plus forte valeur ajoutée. Mais le problème, c'est que ces outils ne s'interconnectent pas encore. Ils ne sont pas tous unis puisque chacun est parti dans sa norme. Notre but, c'est vraiment de standardiser tout ça et de créer un ensemble homogène pour vous aider à y voir plus clair et à avancer plus facilement. Donc, on est 5 aujourd'hui au sein de ce label. Un petit groupe de sociétés décidées à faire avancer les choses, mais j'insiste vraiment sur ce point. On n'a pas vocation à rester tous les 5 là-dedans. On a vocation à fédérer donc les initiatives, à faire entrer un maximum de sociétés, qu'elles soient récentes ou que ce soit des éditeurs historiques, pour avancer dans cette cause commune. Ok, alors, merci Benoît. Du coup, on commence avec un petit point sur la culture du télétravail. On échange beaucoup avec les experts comptables et les cabinets de par nos métiers. Et on a beaucoup de questions qui sont remontées sur un petit peu comment est-ce qu'on pouvait s'organiser pendant cette période de confinement, organiser son télétravail, fluidifier un peu les échanges et faire en sorte que ça se passe bien. En ce moment, nous, déjà, c'est dans notre ADN un petit peu de start-up de faire du télétravail, souvent pour des questions de locaux et puis parce qu'il faut un peu de flexibilité et on aime bien ça. On a aussi des technologies qui aident. Et on s'est dit que pour répondre à toutes ces questions en une seule fois, on allait se regrouper et vous proposer un petit peu des bonnes pratiques que nous, on a mis en place et puis donner des exemples d'outils qui peuvent aider à organiser le télétravail de manière plus simple. Bon, alors bien sûr, le télétravail, c'est un sujet chaud en ce moment, puisque c'est un passage obligé avec le confinement. Mais c'est aussi l'occasion pour pas mal de secteurs de tester le télétravail, surtout quand ce n'était pas forcément quelque chose de très habituel ou de forcément usité. Donc là, ça donne vraiment l'occasion de le mettre en place. Ça a été un peu dans l'urgence, donc un petit peu difficile au départ. Mais on se rend compte que toutes les entreprises, ou presque, en tout cas toutes celles qui le peuvent, le font maintenant. C'est un peu un crash test, mais en tout cas, il y a peut-être des choses qui pourront être à conserver pour le après. Une fois qu'on sera sorti du déconfinement, le télétravail peut peut-être trouver un quotidien dans vos cabinets.
Donc, du coup, quelques règles et quelques bonnes pratiques à avoir en tête. Premier point, c'est que le télétravail n'est pas un travail de moins bonne qualité. Souvent, on peut avoir tendance à présenter le télétravail comme on ferait un petit peu une fleur à quelqu'un, quelque chose d'exceptionnel, on rend service à un collaborateur, c'est pour le dépanner. Et du coup, l'idée qui vient derrière, c'est que c'est un travail dégradé, c'est un travail de moins bonne qualité, ça ne va forcément pas être aussi bien que si on était au boulot. Alors qu'on doit le présenter comme quelque chose qui est l'exact équivalent de ce que vous feriez si vous étiez au cabinet, si vous étiez derrière votre bureau comme tous les jours. C'est le même niveau d'exigence. Et ça doit vraiment être exprimé très clairement auprès des collaborateurs pour que ce soit compris tel quel. Ensuite, il faut mettre en place une méthodologie claire et la partager au sein du cabinet. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on dit demain à tout le monde allons-y, c'est télétravail et qu'il n'y a pas de règles qui sont dictées, ça risque d'être un peu le bazar. Comme tous les projets, le télétravail a besoin d'une méthodologie claire. Ça doit être préparé, anticipé et bien communiqué auprès des collaborateurs. Dans le cadre actuel, on a un petit peu tous fait dans l'urgence, mais il y a des choses quand même à garder en tête. Dire par exemple que ce n'est pas parce qu'on est à la maison qu'on ne participe plus aux réunions. Il y a des outils pour participer à tout, être présent s'il y a besoin, comme on le serait au bureau. Donc, il faut s'organiser de cette manière-là. Un autre exemple, ce n'est pas parce qu'on est à la maison qu'on n'est pas disponible aux mêmes horaires que si on est au travail. Ça aussi, ça doit être précisé. Certaines personnes vont avoir tendance à arranger leurs emplois du temps un petit peu comme ça les arrange, ce qui n'est pas forcément un problème, mais s'il y a des points réguliers, voilà, il y a la réunion du lundi à 9 h, on doit être là. Ce n'est pas parce qu'on est à la maison qu'on peut s'en passer. Mais par contre, il faut aussi savoir que ce n'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on doit faire du 7 h du matin à 23 h sans pause déjeuner. Voilà, il ne faut pas que les collaborateurs aient l'impression que du coup, la journée entière est dédiée au travail parce qu'il n'y a pas je pars de la maison, j'arrive au boulot, je pars du bureau et je rentre chez moi. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre en place des petits guides. Par exemple, ça peut être 10 règles très simples du télétravail, ça aidera. Ensuite, un autre point, c'est passer d'une culture de l'oral à celle de l'écrit. Quand on est dans son cabinet, quand on est tous ensemble dans un même espace, c'est très facile de communiquer à l'oral, de se dire un petit peu les choses comme ça. Il y a d'autres personnes qui entendent, la communication est très fluide. C'est beaucoup plus difficile quand on est en télétravail parce qu'on va avoir tendance à faire des réunions ou appeler une seule personne alors qu'on va discuter d'un sujet qui pourra en concerner 2 ou 3 autres et que si on était au cabinet, tout le monde entendrait cet échange et du coup, l'information aura été partagée un peu naturellement. Donc, il faut arriver à passer dans une culture de l'écrit. Pour ça, il y a quelques petites choses à faire qui sont assez simples. Par exemple, si vous faites une réunion, n'hésitez pas au début à nommer un rapporteur. Ça va être la personne qui va prendre des notes et qui enverra, par exemple, un petit email de synthèse à tous les participants. Cette personne-là peut changer, bien sûr, toutes les réunions, mais c'est bien de dire qu'on va prendre des notes, on va les partager, ça va être disponible, ceux qui n'ont pas pu se joindre pourront y avoir accès. Les échanges sont documentés quelque part. C'est pas besoin d'écrire des romans, mais c'est bien de lister les points abordés pendant la réunion, les décisions qui ont été prises, les points en suspens et peut-être les prochaines étapes pour qu'on puisse avancer tous ensemble. De la même façon, il faudra utiliser un espace pour centraliser ces notes, pour qu'on puisse derrière pouvoir s'y rendre, rechercher une information. Mike présentera quelques outils qui vont dans ce sens-là tout à l'heure. Et puis, bien sûr, partager les informations avec toutes les personnes concernées. Le télétravail, ça crée parfois des silos puisqu'on va communiquer beaucoup entre individus, un petit peu moins en groupe parce qu'on va être sur une messagerie instantanée, parce qu'on va être au téléphone, parce qu'on va envoyer un email. Il ne faut pas hésiter quand on fait des petits points récapitulatifs sur des projets en cours à mettre en copie les personnes qui peuvent être concernées de près ou de loin. Ça évitera de créer des frustrations. « Ah, je ne savais pas que tu avais travaillé là-dessus, que vous en aviez parlé, etc. » Et puis, ça permettra de garder un bon niveau de communication entre toutes les personnes du cabinet. Alors, 2 autres petits points.
Je parlais des nouveaux réflexes, timeboxing et pick up the phone. Alors, ce que je voulais dire par là, c'est que un travers du télétravail, c'est de vouloir montrer qu'on est là, qu'on est dispo, que oui, on est en train de travailler, que non, on n'est pas en train de se faire un café, etc. Et ça peut parfois être complètement contre-productif, puisqu'on va vouloir envoyer des messages toutes les 4 minutes, répondre aux mails dans la minute qui suit. Il y a un petit peu ce côté si, je te promets, je travaille. Donc ça, je pense que c'est important de le communiquer auprès de ses collaborateurs et de dire, voilà, une bonne journée de télétravail, c'est aussi une journée où on arrive à s'organiser des blocs de temps. C'est pas grave si on ne répond pas à un email dans l'heure parce qu'on est chez soi, mais c'est des blocs de temps pour travailler sur des sujets de fond et être vraiment efficace comme on le fera au boulot. Au boulot, on ne se pose pas la question parce que tout le monde nous voit assis derrière notre boulot, donc forcément, on travaille. Donc ça, c'est un point important. Et puis surtout, ne pas hésiter à décrocher le téléphone ou le hangout ou quel que soit le moyen de communication oral que vous avez à disposition. Parfois, on peut avoir tendance à se perdre dans un email, puis un deuxième email, puis un troisième email, puis en fait, la personne n'avait pas compris, etc. Et ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Donc, pas hésiter à décrocher son téléphone. Et un dernier petit point, c'est faire confiance à ses collaborateurs. Donc ça, je pense que c'est très, très important pour un télétravail qui fonctionne. On peut avoir tendance à se dire que si on n'est pas là pour faire avancer les choses, surveiller entre guillemets, ça ne va pas être fait, ça va être plus long, ça va être mal fait, etc. Il faut se dire que les gens vont faire, vos collaborateurs vont être présents, actifs, impliqués comme ils le sont d'habitude d'ailleurs. Par contre, ce que ça implique, c'est qu'il faut être clair sur les attentes qu'on a. J'ai besoin que ce dossier soit finalisé vendredi. On doit préparer tel rendez-vous avec tel client mercredi. Est-ce que tu veux que je m'en occupe? Est-ce que tu veux que t'en occuper? Ok, on se fait un point mercredi. Voilà, il faut donner des échéances pour que tout le monde puisse avancer de manière efficace d'ailleurs. Voilà, ça, c'est les petits points que nous, on partage souvent quand on fait du télétravail parce que c'est important que tout le monde soit à la bonne page et puis pour que ce soit efficace et un bon moment pour tout le monde. Si je peux compléter, Christelle, peut-être sur cet Bien aspect, sûr. Faire confiance aux collaborateurs, effectivement, ça passe par une gestion, un management par objectif, quoi, qui est complètement précis, dont on n'a pas forcément l'habitude dans la profession, puisqu'on a plutôt tendance à faire, par exemple, du contrôle de temps ou du contrôle de tâches a posteriori sur qu'est-ce qui a été fait, en se disant, mais voilà, on fait un bloc de temps de travail précis. Et c'est intéressant ce que tu disais, on se donne pour objectif d'avoir terminé tel dossier à la fin du mois, par exemple, sur une période de temps donnée. Si le collaborateur y passe 1 heure, tant mieux. S'il y passe 10 heures, bon, il y a peut-être un problème, un gap entre les deux, mais c'est intéressant. Il y a de plus en plus d'outils en plus qui te permettent de gérer, notamment dans la profession aussi, de gérer ton temps par objectif et pas uniquement par temps passé, quoi. Bien sûr, et ça permet aussi de s'organiser au niveau des horaires. Si vous avez envie de travailler plutôt entre midi et 14 heures parce que c'est là où vous êtes le plus efficace, eh bien, très bien. Tant qu'on est dans les délais, c'est ce qui compte pour l'entreprise. Ah, tout à fait. Voilà, et puis je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis sinon, je passe la main à Ryan. Merci Christelle. Ouais, effectivement, donc si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Comme l'avait dit Christelle, on reviendra au fil de l'eau et puis au pire des cas, effectivement, à la fin du webinaire. Quoi qu'il en soit, effectivement, pour enchaîner sur ce que disaient Christelle et Benoît, nous, on a eu la chance, entre guillemets, avec Vide Comptable. Pourquoi je dis la chance? Parce qu'en fait, début décembre, on a fait donc un sondage qui visait à savoir si les collaborateurs comptables, donc la communauté comptable en général, était ouverte au télétravail. Alors en fait, on n'était tellement pas sûr qu'ils sachent ce que c'était que le télétravail. Alors peut-être que c'est nous qui les avons un petit peu mal jugés, mais qu'on a dû même le préciser dans le titre même de la question. Dans le sens où on leur a expliqué, c'est quand même le travail à la maison, qu'on parle bien tous de la même chose. Et en fait, ce résultat, il a été sans équivoque dans le sens où il y a eu 80% des votants. Donc il y a eu 2300 votants quand même. Donc, ça commence à être relativement représentatif. Et sur les 2300 votants, il y en a quand même 80% qui nous ont dit « Non, mais attendez les gars, nous, franchement, le télétravail, on veut essayer, on veut le faire. C'est quelque chose qui nous attire. » Alors, ce pour de très nombreuses raisons. Et 20% qui nous ont dit « Non, finalement, je ne suis pas tant intéressé que ça. » Bon, 80%, c'est juste énormissime. Donc, du coup, ça évoque 2 choses. La première, c'est que les collaborateurs, en réalité, on se rend compte que, en fait, ils ont envie d'avoir cette liberté de pouvoir se dire peut-être qu'un jour dans la semaine, un jour dans le mois, j'ai telle chose à faire, il faut que je garde mon enfant, il faut que je fasse telle chose, mon enfant est malade, etc. Il faut que je puisse avoir cette liberté de me dire, OK, je peux travailler en télétravail. En fait, c'était le pourquoi du comment de ce sondage. Et encore une fois, je le répète, c'était en décembre 2019, donc 3 mois et demi, début décembre 2019, donc 3 mois et demi avant la situation actuelle, donc avant le fait qu'on soit tous plus ou moins obligés d'user du télétravail. Donc déjà 3 mois et demi avant,
c'était quelque chose dont qu'ils avaient envie de faire. Donc, du coup, ça évoque deux choses. La première, c'est qu'effectivement, ils ont très envie, les collaborateurs, d'avoir cette liberté, donc la liberté de pouvoir user du télétravail. Et derrière, ça va justement contribuer à leur bien-être. Alors, attention, c'est un tout. Hein. C'est pas juste le fait de proposer le télétravail qui va leur permettre d'être super heureux. Ça marche pas comme ça, mais c'est un tout. Voilà. Et d'un autre côté, d'un point de vue extérieur des candidats, ça va aussi leur faire penser que, OK, donc le cabinet là, il met en avant le fait qu'il propose du télétravail, en tout cas, il me le dit. Intrinsèquement, ça veut dire que derrière, ça évoque trop de choses en fait. Ça évoque la modernité du cabinet, ça évoque le fait qu'il ait pris conscience du bien-être de ses collaborateurs, etc., etc. Donc, dans les deux cas, que ce soit pour les collaborateurs ou les potentiels candidats, ça évoque que du bon et aussi et surtout le fait que le cabinet ait pris en considération le bien-être du collaborateur. Donc, du coup, effectivement, là, on a pris quelques commentaires hein, donc à ce premier sondage. Et on voit que, par exemple, Véronique nous dit que ça, c'est quelque chose qu'elle aimerait énormément faire, notamment pour concilier son travail, hein, donc sa vie professionnelle, et sa vie privée, donc avec sa famille. Alors peut-être qu'effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, un enfant qui est malade, voilà, c'est dommage, on a envie de rester à la maison, et pour autant, on ne va pas aller au cabinet, donc on ne va pas travailler, alors qu'on pourrait pour autant. Donc là aussi, c'est peut-être aussi cette liberté qu'elle allait chercher, Véronique. Aussi, Louis, qui lui est en situation de handicap, donc là, on est sur une autre situation, c'est vraiment un besoin qui lui est propre, dans le sens où vraiment il a besoin, Louis, de pouvoir bénéficier de ce type de travail-là, donc le télétravail. Pourquoi? Parce que ça va justement lui permettre de lui faciliter la vie. Dans le sens où ce qu'il nous dit, c'est que parfois, il va perdre des jours de travail. Pourquoi? Parce que simplement dans les transports, il ne peut pas se rendre au bureau parce qu'il y a telle ou telle problématique, il n'y a pas assez de place pour lui, etc., etc. Donc lui, ça va être encore plus que pour Véronique, ça va être un réel besoin. Donc voilà, un cabinet qui le proposerait répondrait totalement à la problématique de Louis. Et ensuite, il y a Kevin qui lui nous dit clairement, bon les gars, c'est sympa le télétravail, hein, pas de souci, mais je sais qu'à la maison il y a Netflix et je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Et donc du coup, Kevin, c'est aussi ça, il fait peut-être partie des 20%. Et il est peut-être aussi réaliste, hein, peut-être que c'est le cas. Après, encore une fois, on parle d'un télétravail ponctuel, on parle pas d'un télétravail comme on est en train de le faire là actuellement, où c'est vraiment tous les jours. C'est vraiment de le proposer, de faire en sorte que au bon vouloir de chaque collaborateur, il puisse l'utiliser dès lors qu'il sent qu'il en a réellement besoin. Peut-être parce qu'il veut passer une journée voilà, dans sa cheminée, parce qu'il fait beau, parce qu'il fait froid, pardon, et que justement il veut profiter d'une tisane et de sa maison, et voilà. Ou peut-être parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, son gamin est malade, etc. Enfin, il y a tout un tas de typologies qui peuvent nous prêter à user du télétravail. Mais ce qui est bon, c'est de savoir qu'on a cette liberté-là. Mais effectivement, Kevin, lui, nous dit, je pense que ça va être chaud. Et d'ailleurs, pour rien vous cacher, là, actuellement, on pose aussi la question aux collaborateurs quand on leur dit, bon, les gars, alors, comment ça se passe? On va le voir tout à l'heure sur le sondage d'après. Et en fait, ils nous disent, oui, c'est vrai que, bon, finalement, c'est peut-être pas aussi facile que ça. Mais là aussi, je pense que mes camarades y reviendront. Il y a des manières de faire en sorte aussi de se discipliner. Et c'est un petit peu d'ailleurs ce que disait Christelle tout à l'heure. Et enfin, il y a Céline qui nous dit, d'ailleurs, j'ai carrément changé de taf pour ça. C'est-à-dire que Céline a carrément changé de cabinet pour aller vers un cabinet qui propose le télétravail. Donc, c'est dire à quel point, pour certains collaborateurs, c'est extrêmement important que de pouvoir user du télétravail. Donc ensuite, on a fait un autre sondage, justement le premier jour justement de la mise en place du confinement, donc le 16 mars. Il y avait 63% des 3200 votants, donc 3200 comptables, encore une fois, enfin ils font partie de la communauté comptable, qui nous ont dit, les gars, franchement, nous on est en télétravail, on est content de le faire, etc. Donc en fait, bon, là, on n'a pas la place de montrer tous les commentaires, etc. De toute façon, tous ces sondages-là sont disponibles sur Internet, sur le Facebook du comptable. Mais au-delà de ça, il y en a déjà 63% des 3200 votants qui, le 16 mars, nous disaient, nous les gars, on est déjà en télétravail. Donc ça veut quand même dire, contrairement à ce qu'on peut imaginer des cabinets d'expertise comptable, que le premier jour du confinement, il y en avait déjà 63% qui étaient en télétravail. C'est quand même juste énorme. Quand on imagine un cabinet d'expertise comptable, on n'imagine pas vraiment ça. Donc après, je vois que… Alors, attends, je me permets de répondre. Je mettrai une nuance donc Daniel. Je mettrai une nuance et Geoffrey qui me dit, tu peux parler moins vite. Alors, je vais faire ce que je peux, Geoffrey. On est timé, hein, Geoffrey, donc j'essaie de faire le plus rapide. Hein, c'est pas pour vous perdre. Daniel qui me dit, je mettrai une nuance dans les propos partagés. Nous ne vivons pas un télétravail convenu, anticipé, décidé, volontaire, organisé, car c'est un télétravail imposé, confiné, non préparé et en famille. Le télétravail qui viendra par la suite sera d'une autre mouture. On est d'accord. Mais là, encore une fois, celui dont on parlait début décembre, c'était un télétravail, tout ce qu'il y a de plus classique. Là, effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est clairement quelque chose qui va être plus imposé. Ça, on est totalement d'accord. Mais ce qu'il faut quand même souligner, c'est qu'il est possible, il a été réalisé. C'est-à-dire que là, vraiment, les outils ont été mis en place pour que justement les collaborateurs puissent le faire. Et ça, c'est quelque chose qu'on souligne. Ryan, j'ajouterais que oui. du coup, la grande différence par rapport au télétravail qui pouvait être pratiqué avant, c'est que là, il a été généralisé à 100% du cabinet. Ce qui est quand même inédit, je pense, pour beaucoup de structures, enfin pas que les cabinets, hein, d'ailleurs beaucoup d'entreprises en France. Et là, effectivement, ça change aussi un peu la donne parce que, effectivement, quand on est en télétravail, mais qu'on est seul en télétravail, que les autres collaborateurs sont au cabinet, alors que là, 100% des gens sont en télétravail, c'est effectivement une toute nouvelle situation.
Complètement d'accord, complètement d'accord. Mais c'est ça aussi qui est bon, qu'il est bon de souligner. Et d'ailleurs, le fait qu'ensuite il y a un gap entre le fait qu'effectivement le 16 mars on ait fait donc ce sondage-là, donc 63% bénéficiaient donc du télétravail, usaient du télétravail, et donc 3 jours après, 19 mars, on refait un même sondage parce qu'on a vu qu'il y avait quand même des différences. On nous disait oui, ça y est, nous on vient de passer depuis quelques jours en télétravail, et là 89% des 3900 votants nous ont indiqué être en télétravail. Donc on voit déjà qu'il y a un gap important du 16 au 19, et vraiment au 19 déjà on était à 89%. Donc après on a refait des sondages, mais clairement on était au-delà des 90 à chaque fois. Donc c'est dire aussi à quel point réellement les cabinets ont su s'adapter et ont su rapidement s'adapter. Donc souvent on leur lance la pierre des cabinets d'experts comptables dans le sens où voilà, ils sont très peu numérisés, ils utilisent très peu les outils informatiques. Mais là, la preuve, c'est que non, en réalité, ils savent s'adapter. Alors peut-être que c'est quand ils étaient au pied du mur qu'ils ont su s'adapter, mais en tout cas, ils ont su s'adapter. Donc c'est vrai que là, on prend aussi conscience qu'un cabinet d'experts comptables, c'est une entreprise comme les autres. Il est inutile de dire qu'effectivement, ils ne sont pas prêts à s'adapter aux nouvelles technologies, puisque c'est absolument, absolument, absolument pas le cas. Et donc, du coup, de manière générale, ça a été vraiment une expérience très positive. Donc, nous, c'est pareil, hein, pendant ce temps-là, pendant le confinement, même s'il n'est pas encore fini, mais on est vraiment allé sonder les collaborateurs quant à effectivement savoir qu'est-ce qu'ils en pensaient, eux, de ce télétravail-là. Alors, bien évidemment, il y a eu des nuances. Hein, comme je vous l'ai dit, il y avait pas mal de gens qui nous disaient bah ouais, mais c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on a les enfants. C'est pas évident parce qu'on a la tentation voilà, de la télé, d'aller travailler dans le jardin, etc. Donc, du coup, fondamentalement, on est moins productif. Il y a aussi la tentation de se lever un peu plus tard parce qu'on se dit, bah attends, je vais pas avoir à faire le trajet, je vais pas avoir à me taper les bouchons, etc. Donc je vais me lever un peu plus tard, et le temps de se lever, etc. Bon voilà, on a des gens qui nous avouaient voilà, se mettre au travail à 10 heures du matin, ce qui n'était pas du tout le cas au préalable. Quoi qu'il en soit, effectivement, il y a des choses à tirer de cette situation qui, comme le disait tout à l'heure, je crois que c'était Guillaume, je crois, je ne sais plus qui était intervenu, pour me dire qu'effectivement, c'était imposé, je suis totalement d'accord. Mais je pense qu'il est aussi bon de pouvoir en tirer des conclusions. Donc clairement, c'était pas encore un réflexe pour les cabinets, hein, c'est ce qu'on note là, mais on a vu qu'ils ont su s'adapter très rapidement. Derrière le confinement, ça les a forcés, donc c'est ce qu'on disait, hein, à sauter le pas. Et du coup, en fait, on a vu que très rapidement, il y a une très grande partie des cabinets qui ont proposé le télétravail à leurs collaborateurs. De manière générale, ce qu'il faut savoir, c'est ce que je disais au début, c'est que ce n'est pas une fin en soi que de proposer le télétravail. Quand bien même là, il a été relativement imposé, de manière générale, demain, si vous le proposez de manière plus entre guillemets complète, ce n'est pas une fin en soi. Voilà, c'est un paramètre parmi tant d'autres quant à justement s'assurer du bien-être de vos collaborateurs, de l'attractivité que vous allez offrir justement aux différents candidats qui vont être attirés par votre cabinet, parce qu'effectivement, ça donne une image de ce que vous pouvez faire. Voilà, il propose le télétravail intrinsèquement. Si ce cabinet-là propose le télétravail, c'est qu'à côté, il a tout un tas d'outils, il a une philosophie qui est justement en direction du bien-être de ses collaborateurs. Et aussi, donc, c'est une option qui contribue justement au bien-être des collaborateurs, c'est ce qu'on disait. Donc, du coup, là, on finit avec un commentaire donc, de Marie qui nous dit donc, en télétravail depuis mardi midi, donc là, c'était au tout début donc, du confinement, et qui nous dit qu'en réalité, bon, période de paix oblige, etc. Donc, bien évidemment, pas évident. Donc, elle a son fils de 3 ans et demi. Elle doit gérer, bien évidemment, toute la compta, toute la paix. Donc, c'est vraiment pas évident. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que, voilà, il faut raison de garder. C'est pas quelque chose qu'on est censé faire tous les jours non plus. Hein. Le but, c'est quand même que ça soit fait par parcimonie, le télétravail, tout en étant voilà, on a vu tout à l'heure qu'il y avait Louis qui était en situation de handicap. Peut-être que lui, il serait plus à même de l'utiliser. Voilà, ça dépend toujours pareil de la situation de chacun. Mais ce qui est évident, c'est que ce n'est pas non plus la réponse à tout. Le but, ce n'est pas de faire du 100% télétravail, bien que peut-être que certaines cabinets d'experts comptables le feraient. Ce que je veux dire de manière générale, c'est qu'il faut savoir l'utiliser. C'est quelque chose qu'il faut proposer. Et c'est réellement ce qui va donner aux collaborateurs cette sensation, entre guillemets, de liberté, de bien-être, et aux candidats, justement, la sensation de se dire « Ah, mais c'est génial, c'est vraiment un cabinet qui propose un truc cool. » Et ça en dit long sur le cabinet. Donc voilà, je vais laisser la parole à mes collègues. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment vous proposer des outils, vous faire une démonstration d'outils liés au télétravail. Ce qu'il faut savoir, c'est que de notre expérience, les cabinets sont particulièrement inégaux sur le télétravail. C'est-à-dire qu'il y a des cabinets qui se sont mis en télétravail, ça s'est très bien passé, parce que non seulement ils avaient les outils, en plus ils avaient la volonté, en plus c'était quelque chose qu'ils avaient testé, et d'autres cabinets pour lesquels ça a été un peu plus difficile à mettre en place, ça a été mis en place dans l'urgence. Donc, pour moi, il y a 2 piliers. Le premier, ça va être le mindset. Donc, est-ce qu'on accepte le télétravail, un peu ce que disait Christelle. Le deuxième, ça va être les outils. Et si jamais on a ces 2 éléments, eh ben, on a tout pour faire un télétravail réussi. Beaucoup d'experts comptables avec qui je discutais me disaient, on est étonné, ah mais ça s'est passé mieux que prévu le télétravail, en fait, parce qu'ils avaient vraiment cette peur-là. Et en fait, ils se sont aperçus que le cabinet tournait relativement bien
avec un télétravail une fois qu'on a les bons outils. Donc, je vais commencer par laisser Antoine nous parler de Slack. Et ensuite, moi, je vais reprendre la main avec des démos sur Trello, sur Hangout et sur Notion. Donc, je ne sais pas, Antoine, comment tu veux procéder? Tu veux peut-être partager ton écran, du coup? Ouais, bah écoute, je vais d'abord présenter rapidement l'outil pour ceux qui ne le connaîtraient pas du tout. Et puis après, effectivement, je peux rentrer un petit peu dans l'outil. Donc très rapidement, donc Slack, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un outil de communication et c'est un point important asynchrone, donc qui est parfaitement justement adapté au télétravail avec des gens qui ne sont pas en face à face. Et c'est un outil, point important, alors là je vous fais un peu un feedback sur la mise en place de Slack que moi j'utilise depuis plusieurs années comme pas mal de startups. C'est un outil qui doit être mis en place auprès de 100% de vos collaborateurs. C'est un point important parce que si vous avez une partie de l'organisation qui est sur Slack mais pas le reste, quelque part il y a une partie des échanges qui vont se faire par email et beaucoup d'autres qui vont se faire par Slack. Donc ça déjà c'est un point important, c'est 100% de l'organisation sur Slack. C'est un outil qui est gratuit, donc vous pouvez le tester gratuitement jusqu'à 10 000 messages échangés dans Slack et vous avez la possibilité de connecter 10 autres outils. Donc ça fera le lien avec les autres outils que Mike va vous présenter après. Et donc c'est un outil qui permet, donc qui est très différent de l'email puisque ça permet notamment d'avoir de la communication publique et qu'on va aller pouvoir chercher via un moteur de recherche à tout moment. On a différentes choses qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir mettre des messages en favoris, épingler des messages. Et donc, ça fonctionne. Là, je vais peut-être prendre la main, Mike, si c'est possible, pour montrer le Slack. J'arrête de partager. Ouais. Et tu as la main. Tac. Voilà, je vais juste partager juste le petit écran donc, sur Slack. Donc, c'est vraiment un système où on va avoir ce qu'on appelle des canaux, des channels, dans lesquels donc, il y a deux possibilités pour ces canaux de communication. Donc, on va pouvoir créer des canaux qui sont publics ou des canaux qui sont privés. Donc, moi, je dirais que la bonne pratique, en tout cas, à partir du moment où on utilise Slack, c'est vraiment pour qu'on puisse rechercher justement ici, ce qui est hyper pratique de pouvoir aller chercher n'importe quel message, même s'il date d'il y a 3 mois. C'est vraiment d'avoir une communication au maximum public. Et moi, par exemple, et mon associé chez New Deal, on passe beaucoup de temps parfois à reprendre un petit peu ça auprès de nos collègues en leur disant attention, là l'échange devient trop long parce qu'on peut évidemment aussi se parler en message direct. Donc là, je pourrais parler ici à Michael en direct. Mais le problème, c'est que du coup, quand je lui parle en direct, quelque part, du coup, cette communication-là n'est pas visible pour le reste de l'organisation. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment plutôt, si j'ai quelque chose à dire à Mike, de vraiment, bon, si c'est très personnel ou si ça le concerne uniquement lui et ça n'a pas d'intérêt pour le reste de l'organisation, je le fais en message privé. Par contre, sinon, c'est vraiment d'aller le faire du coup sur un canal. Par contre, on peut, si on veut vraiment qu'une personne soit notifiée, c'est très simple. En fait, on utilise le arrobase. Ici, on commence à taper son nom et il est automatiquement retrouvé. Et donc là, je peux lui poser directement ma question ici. Et donc là, Mike va être notifié instantanément, il va pouvoir me répondre. Mais toute cette communication-là, du coup, elle va rester 100% accessible publiquement. Donc ça, c'est vraiment un point important. À partir du moment où vous basculez sur Slack, c'est vraiment un minimum d'échanges privés, un maximum d'échanges publics, de sorte que tout soit recherchable. Et c'est un petit peu la condition sine qua non aussi pour remplacer une grande partie de vos emails. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout est dans Slack, c'est-à-dire qu'on se dit tout est dans Slack, on minimise les emails parce que finalement, les emails, c'est le problème. Vous le savez, quand un collaborateur part, tout ce qui est dans sa boîte mail, quelque part, parfois disparaît un petit peu avec lui. Donc, la connaissance aussi quitte l'entreprise. Alors que quand cette connaissance, elle est partagée publiquement dans des canaux comme ici, ça permet vraiment de conserver cette communication. Et puis, vous avez un collègue qui n'est pas là, il faut reprendre sur un dossier. Par exemple, vous pouvez avoir un canal dédié aux clients ou dédié à la paye ou à un point particulier. À ce moment-là, c'est beaucoup plus simple pour un collègue d'aller retrouver l'information. Donc voilà, nous c'est vraiment, ça a été vraiment un grand changement dans l'organisation il y a quelques années quand on a tout basculé sur Slack. Et c'est vrai que je pense que c'est important pour faire le point avec ce que tu disais, Christelle, d'être vraiment aussi dans une approche où les dirigeants, les managers vraiment accompagnent ce passage à 100% sur Slack. C'est vraiment un point clé pour pas qu'il y ait des échanges par email et des échanges sur Slack. Dans les autres points, donc dans les bonnes pratiques,
rapidement, moi, que je me suis noté, en dehors de cette maximisation du contenu public, c'est vraiment de créer aussi des channels un peu dédiés à l'organisation, vraiment propres au télétravail, par exemple. Donc, dans la méthode agile, on va utiliser tout ce qui est daily meetings. Donc, nous, par exemple, chez Nudil, tous les soirs, on demande à tout le monde en fait, de partager rapidement ce qu'il a fait et les tâches qui restent en cours. Donc, de sorte à ce que, voilà, on a une info publique et le lendemain matin ou le soir, on sait qui a fait quoi, où est-ce qu'on en est. Donc, c'est quelque chose qui se fait très facilement sur Slack, même si on est 20, 30, 40, parce que du coup, l'info est asynchrone et dans un canal dédié. On a également un canal qu'on a mis en place et qui est vraiment important, nous, éditeurs de logiciels, donc qui permet, dès qu'il y a une mise en production de l'équipe technique, que 100% des employés soient au courant de cette mise en production. Donc, il y a des gens qui gèrent le support client, des gens qui sont vraiment sur la partie produit, des développeurs, des commerciaux. Ça permet, voilà, quand on a une nouvelle fonctionnalité qui arrive sur Nudil, que 100% des gens soient au courant sans avoir besoin de rien faire d'autre. Et donc là, effectivement, en télétravail, une personne côté commercial ou côté client est informée, le support également, etc. Donc, c'est vraiment un gain de temps et ça participe à cette transparence de l'information qui est la clé aussi, pour reprendre le point que Christelle évoquait, qui est le point clé, c'est faire confiance à ses collaborateurs. Et moi, je trouve que pour que cette confiance se mette en place, il faut une vraie transparence de l'information. Il ne faut pas que l'information soit dans des silos, dans des messages directs. Donc, ça participe vraiment à cette confiance de dire l'information elle est accessible à tous. Donc, moi, en tant qu'employé, je peux avoir confiance dans l'organisation dans laquelle je travaille, dans mon manager, dans les dirigeants. Et la même chose pour les dirigeants. À partir du moment où ils voient toute l'information, quand vous êtes en télétravail et que vous utilisez Slack, si vous ne travaillez pas et que vous êtes toute la journée devant Netflix, pour reprendre le commentaire dont faisait part Ryan, c'est difficile quand même de faire un peu écran et de montrer que vous avez travaillé si ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est très important. Je pense que la confiance se construit dans les deux sens grâce à Slack. Et donc, rapidement, Slack, c'est aussi un des points forts de Slack, c'est de pouvoir se connecter avec tout un ensemble d'autres outils. Donc, que ce soit des emails, que ce soit Dropbox, Drive, Twitter, quand il y a un tweet sur un hashtag particulier, il peut être posté automatiquement dans un canal. Et également, un outil qui se connecte très bien à Slack, c'est Trello. Donc, il y a vraiment un outil utilisé par beaucoup de gens dans le cadre de la méthode agile. Et donc, quand Mike va vous le présenter, donc quand une carte est saisie dans Trello, quand elle change de statut, c'est-à-dire qu'on la déplace d'une colonne à une autre pour faire évoluer son statut, tout ça peut apparaître automatiquement dans Slack. Donc, ça participe vraiment à cette transparence de l'info qui, in fine, va créer cette confiance aussi dans l'organisation via Slack. Voilà, et Mike, je te laisse la parole. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Antoine, si je peux simplement compléter sur Slack et sur le côté centre de notification que tu évoquais tout à l'heure, quelque chose qui peut être assez parlant, j'en parlais avec un client hier, qui disait justement que Mike avait de suite réagi quand il y avait eu une erreur de paiement de la part de ce cabinet-là pour le dossier en question et qui voulait savoir comment est-ce qu'ils étaient organisés. Grâce à Slack, on peut recevoir des notifications, par exemple, à chaque fois qu'il y a un nouveau client qui souscrit sur Stripe, GoCardless ou notre outil de signature électronique. On reçoit une notification sur Slack, donc toute l'équipe est au courant qu'il y a un nouveau client. Quand il y a une erreur de paiement, on peut être notifié directement sur Slack. Quand il y a une demande de résiliation, on peut être, ce qui arrive malheureusement, on peut être notifié sur Slack également. Donc, ça décloisonne en fait le potentiel de notification qu'on peut avoir, tout en étant structuré et tout en partageant cette information, y compris avec les éléments bancaires et les éléments de paiement. Et attaché au fonctionnement d'un cabinet, on peut imaginer plein d'autres systèmes de notification qui peuvent être plugués à Slack pour être plus réactif et plus disponible pour les clients. Voilà, tout à fait. Ça devient vraiment une interface centrale pour avoir accès à l'info d'autres outils sans s'y rendre. Donc, si vous avez un collègue qui fait quelque chose dans Trello, vous avez l'info dans Trello sans même vous rendre sur Trello. Ou si effectivement il y a un paiement qui se fait en ligne, comme le disait Benoît, vous avez l'info. Et donc ça, c'est super important parce que c'est quelque chose qui est très difficile, qui est quasiment pour moi impossible à reproduire sans Slack. Donc c'est vraiment magique et ça permet aussi, je pense, d'accroître l'engagement des collaborateurs dans l'organisation, de vraiment avoir l'impression qu'il y a une transparence sur l'info et qu'on est au courant de tout ce qui se passe et de ce que font les collègues. Voilà. Alors, juste une petite question de Mejdi. Ça risque pas d'avoir trop de messages et d'être sans cesse dérangé, surtout si on est nombreux. Alors, vas-y Benoît, si tu veux. Je t'en prie. Non, je te laisse.
Non, non, c'est une question de réglage. C'est-à-dire que déjà, pour les notifications, ça se règle. Vous pouvez dire que vous ne souhaitez recevoir que les notifications quand on vous tag. Donc, comme tout à l'heure, j'ai fait @Michael. Donc, à ce moment-là, la Michael a été notifiée. Mais vous pouvez dire que sur d'autres… excusez-moi. Ouais, non, et on peut choisir de se mettre en snooze sur certaines channels aussi. Donc, par exemple, si on ne veut pas être notifié des informations liées à la paye, par exemple, mais qu'on est membre du canal paye, on peut mettre en silence ce canal-là et on est notifié que lorsqu'on est mentionné sur le canal en question. Donc, ça permet de suivre l'information tout en jaugeant ses niveaux d'alerte. Ouais. Excusez-moi, 100% transparent, j'ai eu une petite intervention de mon fils qui n'avait rien à voir avec le webinar. Mais voilà. C'est ça le télétravail. C'est ça, exactement. Alors, pour continuer, moi, je vais rebondir juste sur Slack. Il y a une question que me posent tous mes cabinets, c'est Teams, c'est direct avec notre abonnement Office 365. Donc, la réponse est si vous voulez utiliser Teams, tout à fait. C'est un outil assez similaire à Slack. Il ne va pas y avoir d'intégration assez poussée. Il y a moins d'outils qui sont intégrables nativement. Mais si vous utilisez typiquement Word, Excel, peut-être d'autres outils Microsoft, Teams fonctionne également de façon très personnelle. Je le trouve un peu moins bien que Slack. Par contre, il est complètement fonctionnel, gratuit dans votre suite Office et il a aussi une version téléphone, une version Mac, une version Windows comme absolument Slack. Donc, n'hésitez pas si ce produit est plus facile pour vous, pour votre entreprise. Ouais, c'est exactement le même principe. Hein. Voilà. Il y a un autre outil dont peuvent vous parler qu'utilisent certains cabinets. Ils avaient aussi mis ça en place, mais c'est beaucoup plus rare. C'est Discord, qui lui est un peu du même type, mais un peu moins professionnel. Donc là, même si on vous en parle, je vous conseillerais plutôt Teams ou rester sur Slack. Voilà. Maintenant, moi, je vais plutôt vous parler de Trello. Donc, si vous voyez mon écran, Trello, c'est vraiment de la gestion de projet. Donc, en fait, on va pouvoir mettre des tâches. Tout se déroule par tâches. Donc là, c'est des tâches que j'ai créées. Donc, par exemple, finaliser le dossier CGX. Et là, on va pouvoir mettre toutes les tâches qui concernent ça. Donc, par exemple, j'ai fait faire signer étafier l'associé, terminer remboursement TVA, finaliser écriture d'inventaire. Je peux faire, hop, ici, terminer CA3. Je vais faire enregistrer, mais je peux surtout dire qui va le faire. Donc, par exemple, je vais dire que c'est Pierre qui va s'occuper de terminer la CA3. Et vous voyez, j'ai des petits codes couleurs parce que je peux mettre une étiquette, ça concerne quoi? Est-ce que ça concerne le social? Est-ce que ça concerne le fiscal? Est-ce que ça concerne l'audit? Est-ce que ça concerne la production? Et du coup, je vais pouvoir vraiment mettre des tâches. Une fois que cette tâche, quelqu'un va la commencer, elle pourra aller en cours. Et directement, si vous avez Slack, vous saurez que quelqu'un va commencer en cours. Et surtout, quand quelqu'un a terminé une tâche, il va pouvoir être capable de mettre un petit pouce pour dire que la tâche est finie. On va pouvoir aller encore plus loin parce que, par exemple, là, je fais faire signer état financier aux associés. Et du coup, ils sont où les états financiers? Ce qu'on peut faire, c'est quasiment, on peut ajouter une pièce jointe. Donc, je vais donner un exemple ici avec ordinateur et on va mettre bureau et on va mettre et on va mettre par exemple ici un lien. Donc, il faut attendre un petit peu. Et du coup, maintenant, non seulement il y a la tâche, mais en plus, si je veux consulter, le lien apparaît ici. Donc, j'ai juste à cliquer sur le lien et ça va ouvrir le document concerné. Donc, une fois que la carte est terminée, on peut la mettre en terminé. Et grâce au tag en fait, visuel, je peux savoir directement que là, par exemple, ça concerne de l'audit. Là, par exemple, ça va concerner de la production, du social. Et quand je rentre dedans, je vois exactement qui est notifié. Et dès que je vois un petit pouce, je peux savoir que c'est fait ou non. Je vais même aller un peu plus loin et je vais vous montrer jusqu'où on peut aller. Donc, par exemple, ici, j'ai fait des checklists donc, pour voir les idées de tableaux. Donc, par exemple, quand je vais vous montrer des tableaux, hop, il y en a pas mal là. Donc là, on peut par exemple penser à du processus RH. Et du processus RH, ça peut tout à fait être géré aussi par Trello
Des réunions, ça peut être géré par Trello. Je vais voir, par exemple, top suivi de recrutement. Donc là, on a du suivi de recrutement, savoir si les entretiens ont été faits ou n'ont pas été faits, savoir qu'il faut relancer, savoir si on a des pitchs, savoir si on a des personnes qu'on a onboardées et qui n'ont pas encore répondu. Est-ce qu'on a des offres envoyées? Est-ce qu'on a des offres rejetées? Et si elles sont envoyées et signées, on pourrait imaginer une autre colonne avec embauche terminée. Et hop. Et donc, Du coup, Trello, c'est vraiment, pour ceux qui ne l'avaient jamais vu, c'est vraiment le principe du tableau en liège sur lequel on avait des post-it qu'on collait, qu'on décollait, etc. C'est vraiment le même principe, sauf que ce qui est vraiment hyper pratique, c'est de déplacer effectivement les cartes d'une colonne à une autre, de pouvoir ajouter des membres en les taguant et d'avoir accès à tout cet historique. Et en plus, quand vous le connectez à Slack, vous avez l'info dès que quelqu'un déplace une carte. Donc, c'est vraiment top. Oui, tout à fait, exactement. Et on peut l'utiliser aussi pour mettre des objectifs à tout le monde. Et vraiment, donc là, on voit un tableau beaucoup plus complet. Et c'est un peu comme Slack, il faut que tous les employés jouent le jeu. Par contre, tous ces outils, il y a vraiment quelque chose de très important, c'est qu'il faut vraiment que tout le monde soit dessus. Parce qu'il suffit que quelqu'un ne soit pas dessus pour que la tâche n'avance pas et pour que les autres ne puissent pas savoir. Mais on peut vraiment aller assez loin. Moi, je suis personnellement un fan donc des checklists, c'est-à-dire que vous mettez les checklists et vous voyez une checklist comme ça. Donc, surtout si vous avez un dossier d'audit ou un dossier de révision, vous pouvez mettre plein de checklists et voir l'avancement du dossier assez rapidement. C'est un outil qui… Ce qui est top, non, Mike, j'allais rajouter un point, je pense que nous, on utilise beaucoup, c'est aussi le fait de mettre en place des process pour les nouveaux arrivants. Donc, par exemple, je pensais à la partie support client, donc savoir comment on réagit, comment on interagit, est-ce qu'à un moment donné, on passe la main sur un sujet à quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est hyper sympa aussi de créer des tableaux en expliquant vos process de travail. Et du coup, un nouveau collaborateur qui arrive peut directement aller consulter ce tableau Trello pour savoir comment se déroulent les choses. Et ça, c'est des choses que vous pouvez faire évoluer après dans le temps en vous disant non, finalement, cette étape-là, on va la supprimer ou la faire évoluer. Mais en tout cas, ça permet aussi d'avoir de la connaissance RH quelque part prête à l'emploi quand vous accueillez, quand vous onboardez un nouveau collaborateur dans le cabinet. Voilà. Alors, je vais passer maintenant sur un dernier outil qui s'appelle Notion. Donc, Notion, c'est un outil un petit peu moins utilisé, mais que nous, les startups, on utilise beaucoup depuis un certain temps. On en a un, par exemple, pour le label Contalab, enfin un outil de type Notion. Et Notion, en fait, ça va vous permettre, si vous voyez mon écran, de faire absolument, de faire des espèces de pages partagées où tout le monde est disponible. Donc, par exemple, on va aller dans Notes, et ici, je vais pouvoir créer une page. Donc, on rentre dans une page, on crée une page, on peut la renommer, et dans cette page, on va pouvoir mettre des sous-pages, des sous-dossiers. En fait, c'est comme une espèce de liste où on peut rajouter des différentes choses. Par exemple, là, je vais rajouter soit du texte, donc juste du texte, soit je vais rajouter un sous-dossier qu'on va appeler page. Donc, cette page, je vais l'appeler par exemple affaires. Et là, je vais pouvoir rajouter absolument ce que je veux. Donc, je vais pouvoir rajouter même des bases de données, mentionner une autre page, mentionner une personne. C'est vraiment assez complet. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc là, c'est une base de données. On peut rentrer sur chaque objet. Ici, c'est des objectifs qu'on va mettre avec quand est-ce qu'ils sont à faire, quand est-ce qu'ils sont dus, et on peut même les bouger de colonne. Donc, c'est un outil extrêmement puissant. On va pouvoir aussi se noter et archiver un peu tout ce à quoi on pense avec un journal, en rajoutant des pages ou en se mettant des tâches à faire, un peu comme des checklists. Voilà. Donc, je passe rapidement dessus parce que c'est un outil qui est un petit peu moins utilisé que les autres outils. Mais c'est assez intéressant quand on doit organiser sa pensée, quand on doit organiser, quand on a énormément de données et quand on veut les organiser ensemble, on peut aussi les partager à quelqu'un. Voilà. Donc, on peut ajouter des pages, on peut ajouter des bases de données, on peut ajouter des nouveaux templates qu'on peut réutiliser. C'est assez complet. Si jamais vous voulez ajouter quelque chose, vous pouvez commencer ici. Voilà, table, board, liste, calendrier, galerie. Donc, c'est assez complet. On s'en sert beaucoup, nous, pardon Mike, petit témoignage, on s'en sert beaucoup chez Libéo et ça nous permet vraiment
de prendre des notes, par exemple, quand on est en discute avec un client et que toute l'équipe ait accès à ces notes, puisse lire des feedbacks, rajouter des commentaires. C'est vraiment pour nous un centre de connaissances qu'on utilise au quotidien et qui est vraiment une base pour rechercher dès qu'on a une question. Ah tiens, est-ce qu'on a déjà travaillé avec cette personne? Est-ce qu'on a déjà discuté de ce sujet-là et je ne le savais pas? Essayer vraiment d'avoir de l'information en commun, éviter les répétitions et parfois les gens travaillent un petit peu en parallèle alors qu'il y avait possibilité de travailler plutôt ensemble. Voilà, donc c'était un peu la totalité des outils. Maintenant, je vais laisser Benoît reprendre la main pour un peu vous parler du label et de nous, qui on est, quelles sont nos startups plus précisément. Oui, complètement. Et je rebondis même sur Notion, parce que c'est un outil que j'adore aussi. On parlait de travail asynchrone. C'est clairement ça, quoi. Chacun travaille, construit dans son coin. Une fois qu'il a terminé son travail, il met au propre sur Notion. Et on n'a plus besoin d'aller se taper sur l'épaule pour demander, tiens, pourquoi est-ce que tu aurais, comment est-ce qu'on fait ça, où est cette info, etc. Tout est sur Notion ou sur Slide. Et c'est hyper important et ça remplace tous les guides de procédure qu'on peut construire et c'est hyper évolutif. Donc, c'est le cœur d'une culture de l'écrit et d'une bonne culture de télétravail pour moi sur un outil. Et pour rebondir ensuite sur un dernier point, c'est que vous pouvez glisser, déposer des fichiers Excel, glisser, déposer des fichiers Word. Donc, si par exemple, vous avez un dossier client avec des pages avec chaque client, si il vous envoie quelque chose, vous pouvez le mettre là et vous pouvez un peu tout stocker. C'est un peu comme une boîte de stockage. Si vous avez vraiment besoin de stocker des choses lourdes, ça va être payant, mais si vous avez besoin de stocker juste des dossiers, donc en effet, c'est là où toute l'information est centralisée, si tout le monde joue le jeu, comme pour Slack et comme pour Trello. C'est ça. Pour passer donc sur la slide suivante, des outils plus orientés, cabinet finalement et spécialistes, à noter que d'autres outils peuvent être intégrés dans cette chaîne-là, mais pour vous présenter un petit peu aujourd'hui, le but c'est dans ce télétravail, c'est de favoriser la collaboration entre vous et le client, être plus efficace en interne au sein du cabinet, d'une part, et d'autre part, permettre à votre client d'avoir les outils également pour être plus efficace, pour vous permettre à vous d'avoir les éléments plus rapidement et lui apporter des services nouveaux. Concrètement, ici, on voit New Deal qui, lui, automatise la gestion RH. Le but, c'est d'apporter une expérience nouvelle au client. À noter, mais encore une fois, ça va dans la philosophie du label, c'est que là, on a mis ces outils-là, parce que c'est nous qui sommes à l'origine de cette initiative-là, mais que ce soit, je ne sais pas, New Deal ou Willib ou Libéo, Chaintrust ou nos concurrents ou d'autres outils similaires, peu importe en fait. L'important, c'est vraiment de structurer son cabinet dans cette logique-là, avec donc un outil SIRH qui va arriver en complémentarité donc de Silae. Ça va permettre aux salariés de gérer leurs congés payés, de gérer leurs journées de télétravail, leurs absences, etc. Donc ça, c'est un vrai outil, une vraie arme dans le télétravail. On parlait de flexibilité. Je sais qu'on a eu une question sur la question-réponse sur la légalité notamment de la flexibilité des horaires. Ça peut passer notamment par une convention de travail en jour et non pas en heure. C'est le genre d'éléments qui peuvent être gérés facilement sur New Deal, qui peuvent permettre de communiquer, de simplifier la communication entre le chef d'entreprise, l'expert comptable ou le professionnel de la paye et son client. Et en plus, l'intérêt, c'est d'automatiser tous ces éléments et toutes ces variables sur une interface fluide et intuitive et de l'intégrer dans votre outil de production historique qui est Silae. Donc ça, c'est un vrai service apporté aux clients. Nous, Willib, ce qu'on fait, c'est une interface unique avec le client. C'est de plus en plus important dans la relation client de pouvoir avoir un canal unique de discussion. On parlait de Slack comme canal unique de discussion au sein du cabinet. Cette information, elle doit aller au-delà de ça, elle doit être même partagée avec le client, parce que pour travailler de manière asynchrone, il faut pouvoir partager les documents, pouvoir transmettre les informations automatiquement et facilement au client. Nous, c'est ce qu'on vous permet de faire, et à l'image de ce que peut faire un Slack ou de ces outils-là qui sont très orientés usages généraux, qui s'interconnectent ensemble et qui permettent de gagner du temps, eh bien, c'est permettre aux outils spécialisés dans l'expertise comptable de s'interconnecter ensemble. Et en complémentarité de cet outil-là, orienté client, alors on ne les a pas mis, mais on peut citer du QuickBooks, du MEC, du EBP Horizon, iPadzat, etc. Je pense que c'est important de proposer à vos clients une solution de gestion d'entreprise généraliste qui leur permet de gérer leur facturation. C'est un vrai sujet. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui font leur facture sur Excel ou sur
ou sur Word, et quand on voit le temps que ça représente de réaliser ce genre de facturation, quand on voit le temps que ça représente aussi d'avoir un suivi, un budget de trésorerie, c'est important de coupler votre organisation en mettant un outil de gestion de la facture et un outil de gestion de trésor. En gestion de trésor, j'en pense à certains, TurboPilot, Rocketchart, Agicap par exemple, qui peuvent permettre d'avoir de la gestion de trésor. Dans un contexte de Covid où il a fallu construire des BP plus vite que la lumière, où il a fallu réunir les éléments, eh bien finalement on regrette potentiellement de ne pas avoir eu d'outils qui nous permettent de tenir en temps réel notre budget, de tenir notre BP en temps réel. Nous, en toute transparence, chez Weebly, on a sollicité certaines interventions également de la part de la banque dans le cadre du Covid. En fait, on n'a eu aucune difficulté à le faire parce qu'on avait déjà notre BP, notre structuration qui était faite et en l'espace de 2 heures, tout était envoyé à la banque. Il ne fallait pas tout reprendre depuis le début. Donc, c'est hyper important de pouvoir apporter ce genre de service et ce genre de conseil aux clients qui est permis grâce à une automatisation notamment de la production comptable. On cite ChainTrust, donc le process courant, c'est le client va sur Weebly, qui collecte automatiquement les documents ou dépose lui-même ses documents sur la plateforme. Les documents sont ensuite envoyés sur ChainTrust, qui lui va faire de la saisie automatisée. Donc, il va transformer ses factures en écriture avec une portée qualitative. C'est ça qui est important aussi, c'est d'apporter de la confiance au cabinet dans la saisie et dans les factures qui sont traitées. C'est ce que fait ChainTrust, d'apporter une certaine assurance que lorsqu'une facture est indiquée comme traitée, elle est réellement traitée et qu'il ne faut pas y repasser derrière. Aujourd'hui, tous les cabinets doivent s'équiper de solutions comme ça, de solutions d'automatisation sur la production comptable. J'en parlais hier encore avec un client qui voudrait tout automatiser, le lettrage, la révision, etc., à base d'intelligence artificielle, etc. On n'y est pas encore, on va y arriver progressivement, mais la première étape déjà, c'est d'automatiser au moins 80-90% de ses achats, récupérer les écritures bancaires facilement et puis proposer de l'information en temps réel aux clients et de la fluidification aux clients par le biais notamment de solutions comme Libéo qui permettent de payer ses fournisseurs plus facilement. Donc, vous connaissez, j'imagine, peut-être Lydia qui vous permet de payer vos factures avec vos amis avec leur simple numéro de téléphone. Et bien, grâce à Libéo, avec le simple mail de son fournisseur, on peut lui envoyer un paiement. On sait exactement quelle dette on a en temps réel. On peut choisir de payer ses fournisseurs à l'échéance. On n'a plus besoin de s'embêter à enregistrer le RIB sur la banque, à attendre que le RIB soit validé par la banque pour pouvoir payer par la suite. Et donc, Libéo rend incroyablement simple ce processus de paiement fournisseur. Le schéma, il est toujours le même. Par exemple, Weebly va collecter automatiquement les factures, les envoyer d'une part sur ChainTrust et d'autre part sur Libéo qui va lui simplifier ce processus. Et au-delà de ça, et le cas de Libéo est quand même assez intéressant, c'est que c'est un outil qui vous fait gagner du temps, vous de votre côté, parce que vous savez exactement comment a été payée chacune des factures. Mais c'est surtout un service qui est rendu au client et en proposant ce genre de service comme prescripteur, vous favorisez votre image de marque et puis vous favorisez le travail aussi asynchrone, comme on le disait, puisque vous retrouvez l'information au bon endroit, au bon moment. Donc ça, c'est quelques exemples de structuration d'un cabinet. Je disais à compléter avec des outils de gestion de la trésorerie et des outils de facturation, mais qui sont aujourd'hui essentiels dans on va dire le monde de demain et même d'aujourd'hui, dans ce contexte de télétravail pour favoriser le travail asynchrone et qui sont aussi symboliques de la volonté qu'on veut mettre en place au sein de Contalab de proposer des solutions complémentaires, mais pas forcément toujours, qui peuvent être potentiellement aussi concurrentes parce qu'on considère qu'il y a comme il y a l'équipe qui est pour Teams et puis l'équipe qui est pour Slack, comme il y a celui qui est pour Notion et l'autre qui est pour Slide. Eh bien, pour les outils de la profession, c'est pareil. Il va y avoir des sensibilités, des fonctionnalités préférées d'un côté ou de l'autre. Peu importe, l'important, c'est juste que ces usages soient intégrés, que la dématérialisation, elle se fasse au maximum et qu'on rende l'expérience des clients, des experts comptables incroyablement fluide. Peu importe l'un, avec quel outil, avec quel prestataire vous travaillez. On va se laisser un petit peu de temps pour les questions-réponses. Vous avez la partie questions-réponses
qui est présente à droite. N'hésitez pas donc à intervenir. Il y a eu quelques questions qu'on a pu traiter au fur et à mesure, notamment sur Slack et donc sur l'organisation du travail. On se laisse un petit peu de temps pour répondre là-dessus. Je continue même sur l'autre slide, tant qu'à faire. On ne parlait pas de Appica parce que c'est plutôt un outil de communication, de fidélisation des collaborateurs. Ce n'est pas un outil technique, mais l'innovation, c'est aussi ça, et c'est aussi ça qu'on veut promouvoir au sein du label Contalab. Ce n'est pas simplement de l'innovation technique et pas du développement logiciel, c'est aussi toutes les innovations dans la manière de faire. Installer, mettre en place une culture du télétravail, mettre en place, je ne sais pas, un cabinet sans horaire fixe, par exemple. C'est une vraie innovation qui est permise par ce genre de service et par ce genre d'outils. Et donc, c'est important de réfléchir aussi à qu'est-ce qu'on veut innover, comment est-ce qu'on veut innover au sein du cabinet, sans forcément se borner à la notion d'outil. Beaucoup de cabinets nous sollicitent souvent pour dire, voilà, quel outil vous avez pour qu'on soit plus efficace. Non, avant de penser aux outils, pensons à comment est-ce qu'on peut changer notre manière de fonctionner, comment est-ce qu'on peut changer notre organisation vis-à-vis des collaborateurs et vis-à-vis des clients, et des services comme Appica permettent d'innover dans ce sens-là. Tout à fait. Alors, on va peut-être passer aux questions. Christelle, est-ce que tu veux prendre le lead longtemps? Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la box Q&A. J'en ai pas encore pour l'instant. On a répondu au fur et à mesure à celles qui avaient été posées. C'est qu'on a été très bons. On va dire ça. J'ai envoyé un petit sondage. Merci beaucoup pour vos votes. Alors, en tout cas, sachez que s'il n'y a pas de questions, pas grave. En tout cas, vous pouvez continuer à envoyer le temps que je vous dise la suite. Et j'aurais peut-être une demande aux participants. Bien sûr. Qui nous disent ce qu'ils attendent aussi de ce label, les actions qu'ils aimeraient qu'on mette en place. On parlait de création de communauté, par exemple, pour favoriser les échanges. On est vraiment curieux et preneur de vos retours et de ce que vous attendez de nous, de ce que vous aimeriez qu'on mette en place techniquement, au niveau de la communication, au niveau de, je sais pas, de groupes de réflexion. N'hésitez pas à nous solliciter sur le site web, vous avez un formulaire de contact aussi. Venez vers nous, on est très curieux de vos retours à ce niveau-là. Ouais. Voilà, et pareil, si vous avez des questions sur des outils ou vous vous posez des questions, tous nos mails sont disponibles, vous les recevrez avec les supports. Si vous les allez sur Contalab, forcément vous avez nos mails aussi, ou sur nos sites contact, vous n'hésitez pas, nous on est vraiment à votre disposition. S'il y a des choses qui vous ont paru, voilà, Slack ça avait l'air bien, mais vous posez des questions de pourquoi qu'on a cliqué sur ça, ça et ça. Voilà, il y a beaucoup de vidéos qui sont disponibles, mais si vous avez une question, nous on est aussi à votre disposition pour vous aider ou pour vous présenter. Il y a peut-être des outils dont vous avez entendu parler, dont on n'a pas forcément nous présenté, qui peuvent vous aider. Voilà, on est à votre disposition, on est tous disponibles. Ouais, je vois qu'on a plusieurs questions. Ouais. J'en prends une. Comment allez-vous communiquer sur votre label à l'avenir? Justement, on réfléchit à créer des groupes Slack potentiellement pour se fédérer. On ne veut pas noyer les cabinets de mail parce qu'on sait que vous en recevez déjà beaucoup, donc c'est un petit peu sensible de communiquer là-dessus. Mais on aimerait trouver le canal de communication le plus pertinent pour vous permettre à tout le monde d'échanger, donc des groupes Teams, des groupes Slack peuvent être étudiés justement. Et encore une fois, le but, c'est qu'il n'y ait pas une communication qui soit ascendante, mais qui soit plutôt très horizontale et qui permette à chacun d'échanger ensemble. Et même si ça nous paraît un petit peu loin, on sera normalement tous ensemble au congrès en septembre à Bordeaux, sous la bannière Contalab. Donc, vous pourrez venir nous voir et nous rencontrer en vrai, ça fera du bien. Tout à fait. Clairement. Du coup, vous voulez qu'on continue un petit peu sur les questions? Allons-y. Alors, donc Christelle nous dit la mise en place du télétravail doit faire l'objet d'une convention spéciale au sein du cabinet ou un règlement intérieur. Alors, oui, alors en général, en tout cas, une charte de télétravail, c'est quelque chose qui se met assez facilement en place et qui permet vraiment de cadrer un petit peu la pratique. Alors là, évidemment, on est dans une situation complètement
complètement inédite, donc je pense que personne n'a eu le temps de la mettre en place. Ça a été plutôt la course pour mettre les outils et les process. Mais effectivement, en général, on met en place au moins une charte de télétravail. On peut la citer aussi quand dans le contrat de travail, le télétravail fait vraiment partie du temps de travail en tant que tel. Ça peut être le cas pour certains collaborateurs qui peuvent carrément dire moi, je suis OK, mais je veux faire que 3 jours en présentiel. Donc, dans ce cas-là, on peut y faire référence. Voilà, pour ma part, si vous voulez compléter, Ryan, Christelle, Benoît ou Mac, n'hésitez pas. Non, on pourra même potentiellement partager. Nous, c'est un sujet brûlant chez Willib. J'aimerais bien mettre en place, finaliser la charte de télétravail cette semaine ou la semaine prochaine. Donc, une fois qu'elle sera OP, on pourra la partager sur les réseaux si nécessaire. Si ça vous intéresse de voir un petit peu à quoi ça ressemble et comment est-ce qu'on peut mettre ça en place et quelles sont les bonnes pratiques ou mauvaises pratiques potentiellement que nous, on peut mettre en place en interne. Ouais. Complètement. Ok, alors une autre question de Geoffrey. Quels sont les outils que vous recommanderiez pour créer une FAQ dans un cabinet d'expertise? Mike, peut-être pour rebondir sur Notion? Ouais, ça va être. Alors nous, c'est ce qu'on a, c'est Notion. Franchement, Notion, c'est vraiment fait pour ça. Suffit de, hop, je reprends parce que vous voyez toujours hop, vous voyez toujours mon exemple, mais alors là, il n'y a rien de plus simple. On va faire, je vais dire des bêtises, on va ajouter, hop, donc Q&A, hop, on va ajouter ça et on va mettre une page, par exemple, pour Q&A, je vais dire des bêtises, RH. Donc, hop, je peux même mettre une petite icône RH. Donc, je ne vais pas la changer, mais j'en ai plein. Donc, on va dire RH, c'est ça. Et quand je reviens, et ben, du coup, je vais dans mon Q&A et ici, j'ai RH. Et je peux rajouter une autre page. Je vais dire des bêtises. Et on va dire là, c'est télétravail. C'est une Q&A sur comment fonctionne le télétravail. Donc, je vais rajouter une page. Je vais rajouter ici télétravail. Et je vais rajouter ici une petite icône et une petite icône télétravail. Je peux même rajouter une couverture sympa. Voilà, je peux tout paramétrer et du coup, quand la personne va aller, mince, je suis sorti du coup de où j'étais, je ne sais plus où j'étais, chop, 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 et ici, du coup, quand je vais rentrer dans Q&A, je vais avoir RH, télétravail, je vais tout pouvoir consulter, sachant que vous pouvez aussi bloquer, donc c'est-à-dire les gens peuvent consulter, mais ne peuvent pas modifier le dossier. Voilà. Et nous, c'est là qu'on met chez ShaneTrust, c'est là qu'on met nos débriefs, parce que toutes les semaines, tous nos employés font un débrief. Ils ont des templates où il y a la question, ils ont juste un petit encart pour saisir la réponse. Et donc, vous pouvez mettre des templates qui peuvent juste consulter et pas modifier. Donc, Notion, c'est sûr. Si vous entendez parler de Slide, c'est absolument pareil que Notion. Voilà. Donc, et Mike, la page Notion peut être partagée et rendue publique. Donc, si vous voulez rendre une question-réponse, offrir une question-réponse à vos prospects ou à vos clients, bien vous partagez tout simplement une page Slide et ça fait comme une page web, c'est très propre et on a vu beaucoup de choses passer, notamment pendant le confinement, de pages Slide qui étaient partagées. Et pas besoin d'être informaticien, c'est cher, rendre public, et là quand vous cliquez, ça va vous donner une URL où tout le monde pourra accéder pour avoir accès à ça. Voilà. Et vous pouvez même dire ça va dans Google ou ça va pas dans Google et c'est tout. Vous avez vu, J'en profite. J'ajoute un petit point aussi. Tous les outils qu'on vous présente sont à des coûts relativement limités. Après, tout dépend des options et compagnie, mais c'est vraiment très accessible. Et Trello, par exemple, vous pouvez commencer tout de suite sur un compte gratuit. Il n'y a pas… voilà, donc n'hésitez pas à regarder. Alors, une dernière question, parce que je vois l'heure qui tourne. Peut-être une dernière question de Xavier. Alors, à l'heure actuelle, les éditeurs de logiciels comptables historiques qui dominent le marché, Cegid, Sage par exemple, sont-ils enclins à s'ouvrir, à intégrer des outils ou sont-ils fermés à cette intégration? Grande question. Moi, je vais commencer en intro, si tu veux, Benoît, juste parce que moi, je suis plutôt sur la partie paye, hein, qui est quand même très différente de la partie compta. Mais pour le coup, nous, on a, en l'occurrence, on est les premiers à avoir une intégration avec une connexion directe à Silay, qui est quand même le logiciel utilisé par 45% des cabinets en France. Et c'est quelque chose qui, il y a un an, pouvait sembler totalement impossible, parce qu'on a une connexion directe, il n'y a plus aucun échange de fichiers, aucun import-export, toute l'information
remontent directement de New Deal, les bulletins redescendent de Silay. Donc c'est quelque chose qui, honnêtement, même moi, il y a un an, vraiment, je ne pensais pas que c'était possible qu'on mette ça en place, et on a été les premiers finalement à qui Silay Expert a accordé cette confiance, et ils font évoluer aussi leur connecteur web service pour nous depuis qu'on s'est mis sur le sujet. Donc en tout cas, c'est sûr qu'on ne peut pas forcément comparer Silay à Sage, mais en tout cas, je pense que les choses bougent. En tout cas, pour ma part, voilà, c'était une première réponse. Je pense que les choses bougent, et pour moi, je pense que ça peut être le cas. Voilà. Je ne sais pas ce que Benoît, tu en penses, mais… Non, moi je pense que non, si, je pense qu'il y a… Bah, c'est le but du label aussi, hein, de faire en sorte que les choses bougent et d'envoyer ce signal-là, parce que fondamentalement, dans notre approche, et ce qui nous relie aussi toutes les boîtes du label, c'est qu'on a une volonté d'être pour les experts comptables, pour ce qui existe et pas contre un existant. Et ça, c'est hyper important dans notre approche, on en a beaucoup parlé. Clairement, Sage, Cegid, Agiris, Silay, etc. Notre volonté, c'est pas de leur prendre leur place. Jamais on n'a pas la prétention de remplacer ces éditeurs-là. Notre but, c'est de leur apporter des services complémentaires, de permettre aux cabinets de compléter leur offre. Alors, il y a moins ce côté dépendance d'un éditeur, ça c'est clair, mais malgré tout, un expert comptable, par exemple, qui veut quitter un logiciel, un ERP, parce qu'il ne propose pas, je ne sais pas, la JET collaborative ou que la sienne, elle n'est pas bonne, par le biais de Willib, par exemple, il peut rester sur son logiciel métier habituel et bénéficier d'une JET collaborative qu'on lui propose. Donc, en ce sens-là, il y a une complémentarité. Pour avoir échangé avec des membres de ces éditeurs-là, il n'y a pas forcément de volonté de fermer. Il y a un certain immobilisme, mais qui est dû, on va dire, à la taille de ces entreprises-là et du fait qu'une décision, elle ne peut pas être prise aussi rapidement qu'elle peut l'être chez nous. Mais il y a un vrai élan pour le changement dans cette profession. Et les éditeurs qui ne choisiraient de ne pas prendre et de ne pas saisir cet élan en vol feraient une erreur, je pense. Je pense en complément de ce que tu dis que les besoins ont évolué. Il y a de plus en plus de besoins très ciblés qui sont importants aujourd'hui, et qu'un éditeur traditionnel ne pourra jamais forcément adresser tous ces besoins de niche, entre guillemets, alors que justement le fait de s'ouvrir, et c'est comme tu disais l'objectif du label, ça peut justement permettre de mieux répondre aux besoins et comme on le disait, d'avoir une expérience client, une expérience pour ses collaborateurs en interne, vraiment exceptionnelle. Parce qu'à partir du moment où on couvre vraiment bien les besoins et qu'on est un peu agnostique sur les outils et que tout est connecté, on va vraiment aller chercher les meilleurs outils pour les meilleurs besoins, sachant qu'ils sont connectés. Je pense que c'est la meilleure expérience qu'on peut proposer. Et de toute façon, voilà, le marché, je pense, évolue globalement vers ça. Bon, je suis désolée, je vais interrompre ces échanges. Voilà. Juste pour rebondir sur un dernier petit point très rapide, c'est qu'on a vraiment vu une modification de la mentalité des gros éditeurs sur les derniers mois sur l'ouverture. C'était quelque chose qui était un peu tabou il y a 2 ans et maintenant on est en discussion. Voilà, donc ça va dans le bon sens. Ouais, tout à fait. Bon, alors, écoutez, merci à tous d'avoir participé et pour toutes vos questions. Comme on disait en introduction, on va vous envoyer le replay de la vidéo et les slides. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à aller voir notre nouveau site comptalab.io. Voilà, et puis on a hâte de vous voir au congrès. Et d'ici là, on essaiera d'organiser d'autres rendez-vous. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions en particulier, à nous les partager. Il y a peut-être un live ce soir avec Ryan, non? Ouais, merci sur Instagram. Effectivement. Et il y aura d'ailleurs Benoît, il y aura Mike donc de Jane Trust. Bien évidemment, toi, si tu veux te joindre à nous, tu es le bienvenu. Ouais, on a eu déjà Pierre donc de Libéo, donc le collègue de Christelle la semaine dernière. Donc voilà, donc ce sera sur Instagram à 19h ce soir, aussi retransmis sur Facebook. Donc n'hésitez pas à venir. On fera sûrement d'ailleurs un débrief de ce qu'on vient de dire. Super. Bon, merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.